Juste, puisque vous avez le micro, Madame le juge, vous nous avez parlé tout à l'heure, peut-être sans trahir le off, de ce que vous regrettiez que certains dossiers de mise en liberté soient incomplets ou demandent d'aménagement de peine ab initio, notamment sur les arceux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que des éléments que, au-delà du texte, vous pouvez vouloir trouver dans les dossiers pour que ce soit plus simple et plus facile et plus efficace, encore une fois, efficience des droits. Je veux obtenir éventuellement un arceux non client. Alors, d'une manière générale, sur les demandes de mise en liberté. Voilà. Alors, sur les demandes de mise en liberté, moi, ce que j'aime bien, c'est quand les avocats déconstruisent les critères. Ça ne me suffit pas quand on me dit bien évidemment il n'ira pas rencontrer les commis en examen, bien évidemment il n'ira pas rencontrer la victime. Ce qui va m'intéresser davantage, c'est quand on va me dire il n'y a pas de risque de concertation parce que il est à la tête du réseau, il a tout avoué. Comment voulez-vous, quel intérêt aura-t-il à se concerter, par exemple? Ça, je trouve que c'est un argument intéressant, plutôt que de me dire, bien évidemment, il n'ira pas rencontrer les autres mises en examen. Voilà, donc ça, je trouve ça assez intéressant, et parfois même si je ne vais pas forcément accéder à la remise en liberté ou à la demande de non-prolongation du mandat de dépôt, je vais faire tomber des critères en me disant c'est vrai que tel critère, je ne peux plus l'utiliser. J'avais peut-être pensé à le faire, mais là je ne vais plus l'utiliser parce que ça n'a vraiment pas de sens. Et ça peut être important pour la suite ou à la prolongation suivante, d'autres critères seront tombés et donc on ne va pas prolonger par exemple. Après, alors plus spécifiquement sur l'ARS, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y ait un dossier avec, alors ça c'est quelque chose que je suis en train de préparer pour la juridiction et que j'ai travaillé un petit peu avec le SPIP. Ce qui est important pour le SPIP, notamment pour faciliter l'enquête de faisabilité qui est indispensable, c'est d'avoir par exemple le numéro de téléphone de l'employeur, le numéro de téléphone de la famille. C'est des petites choses qui peuvent être tout à fait utiles. Et ce qui est très utile, et ça peut être aussi utile pour les contrôles judiciaires, c'est d'avoir les horaires de travail, par exemple. Voilà, donc ça c'est des éléments qui peuvent être tout à fait utiles. D'une manière générale, sur les demandes de mise en liberté, ce que je trouverais, ou de non-prolongation du mandat de dépôt, ce qui peut être utile aussi, c'est le cautionnement. Et il y a très peu d'avocats qui m'en proposent. Je sais que Maître Arakelian en propose souvent. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Parce qu'il défend lui aussi des gros. Hein. Non. Non. Quand je parle de cautionnement, je ne parle pas de cautionnement très important, mais par exemple, ça peut être 1 000 €, 1 500 € qui peuvent être, qui seront peut-être destinés à l'indemnisation de la victime, mais qui peuvent être un gage de bonne volonté de la personne pour ça, mais quand c'est possible, hein, évidemment quand c'est possible, ça n'est pas toujours. Voilà, je pense par exemple à ça. Alors, juste pour prolonger un tout petit peu sur le sujet, parce qu'encore une fois, c'est du très concret, mais c'est de l'absolument nécessaire. Alors la question du risque de concertation, c'est vrai qu'on aura plus souvent tendance à vous le plaider qu'à vous l'écrire. Je suis à la tête du réseau, mais j'ai tout avoué. Pardonnez-moi, je suis une petite boutade. Mais on comprend bien l'esprit. La question, alors du cautionnement, très concrètement, je vous fais une demande de mise en liberté. Donc moi, je ne vais pas vous voir. Hein, je verrai éventuellement la chambre d'instruction plus tard. Donc je vous l'écris comment, je vous le propose comment. Il faut que je joigne la copie de mon chèque de banque à la demande. Non, mais soyons dans le ça va être par exemple. Moi, j'ai un petit cautionnement à vous proposer de 1 000 €, mais vous allez en plus me dire ah ben oui, mais moi j'aurais bien aimé 1 500. Vous voyez, non, mais il vérifie pas la régie. Vous pouvez payer en espèces, il n'y a pas de souci. Véridique. Ça, c'est à adapter aussi avec ce que peut mobiliser le client financièrement pour ça. Après, ça va être en fonction du cas. Il est d'accord pour faire un cautionnement. On le propose. Très concrètement, ça se passe comment dans ma DML pour évoquer le cautionnement? Est-ce que pour qu'il soit effectif, encore une fois, pour que le juge des libertés de la détention? Ça m'est très difficile de vous répondre parce que c'est vraiment du cas par cas. Moi, donc je suis ça déjà va arrivé dépendre avec un aussi. chèque de banque devant oui, mais ça, Madame le Président. Ça, c'est quand tu es dans un débat de prolongation, tu vois le juge de l'application des peines. Donc, le JLD, pardonnez-moi. Donc ça, tu viens avec ton chèque de banque, d'accord. DML ou ton levé carpa. DML, ça va. Mais quand c'est une DML, c'est vrai que c'est assez rare, mais ça peut je l'ai déjà vu.
Oui, enfin, c'est très difficile de vous répondre parce que ça va dépendre vraiment de la nature des faits. Ça va dépendre aussi des antécédents. Enfin, Pardonnez-moi, je parle pas de votre décision d'acceptation ou de refus. Je dis très concrètement, ça se formalise. Comment dans ma DML? Un relevé CARPA pour vous dire mon client est prêt à faire un cautionnement de 1 000 euros, une photocopie d'un chèque de banque? Pas forcément, parce que s'il est indiqué dans la demande de mise en liberté, mon client envisage de cautionner telle somme, ou il la cautionne ou il la cautionne pas. Okay. Voilà. Non, mais... Après, c'est tout. Voilà. Ok. Encore une fois, on est sur du pratico-pratique là-dessus. Très bien. Alors, une dernière question peut-être à l'attention des SPIP en matière de demande de mise en liberté. Parce que, détrompez-moi, mais finalement, vous ne voyez absolument pas les personnes placées en détention provisoire, ou très peu. Et si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un SPIP pour préparer une DML dans certains cas, de personnes qui seraient extrêmement précaires et qui n'auraient pas de famille pour leur trouver un hébergement, etc. Alors, tout d'abord, en fin de compte, nous, on n'intervient pas du tout dans le cadre des DML. C'est vous qui êtes l'interlocuteur principal ou la personne détenue qui fait sa demande seule. Par contre, si on suit les personnes qui sont en mandat de dépôt, en détention provisoire, on les suit, bien évidemment. D'accord, mais alors pour quelle raison on ne peut pas avoir ce dialogue CIP et avocat au stade de la mise en examen et de la détention provisoire? Parce que je vous dis franchement, il y a des cas pour lesquels il faut pouvoir s'appuyer sur vos connaissances La difficulté qu'on a en tant que CEPIP, c'est que la plupart des partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit pour le travail ou pour l'hébergement, mais en région parisienne, c'est aussi compliqué pour nous que pour n'importe qui d'autre, c'est que les partenaires avec lesquels on travaille ne rencontrent que les condamnés. Les conventions qui les lient, qui lient par exemple le Pôle emploi, la mission locale à l'administration pénitentiaire, ne prévoient qu'ils ne puissent voir que les condamnés. Donc les prévenus, on ne peut pas les orienter. Et puis il y a beaucoup de projets pour lesquels il faut prévoir une permission de sortie, quelque chose pour aller rencontrer un centre de soins, un centre d'hébergement. Quand ils sont prévenus, c'est pas possible. Donc en fait, on est encore une fois sur un principe théorique où vous suivez des détenus, voilà. mais concrètement... on les suit parce que notre travail... Non, je dis pas que votre... Non, attendez, je ne mets pas en cause votre suivi, c'est pas ça que je veux dire, mais concrètement, sur la question de la sortie, on n'a pas de possibilité la sortie, c'est réelle, la préparation à la sortie et la préparation à la réinsertion, c'est un travail qui prend du temps, mais la préparation à la sortie, c'est plus pour les condamnés, effectivement. Après, notre travail ne se limite pas qu'à ça non plus, donc on fait d'autres choses avec les prévenus, mais c'est sûr que...